La décroissance, c'est un socialisme de la vie sociale, c'est retrouver le commun dans les limites, c'est par et pour avec les autres. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas un peu naïf? C'est pas une vision un peu bisounours? Et est-ce qu'on n'est pas en train de mettre de côté en fait les questions difficiles, notamment la question de la violence? Oui, tu as raison. J'ai bien peur que nous soyons en train de mettre de côté les questions difficiles. Je crois bien que nous ne sommes pas les seuls. Je ne suis pas sûr que les décroissants ont souvent pensé les questions difficiles, et en particulier les questions de la violence. Ces questions de la violence, elles se posent d'autant plus pour nous décroissants que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si nous admettons que la société précède l'individu, si nous admettons que les interdépendances précèdent les relations de conflit dominant-dominé, dépendance-indépendance, alors ça veut dire que nous devons nous refuser à situer l'origine de la violence dans des individus. Si nous voulons aller jusqu'au bout de notre socialisme, au sens de la société précède l'individu, nous devons admettre que l'origine de la violence entre les individus ne vient jamais des individus, mais de ce qui est entre les individus et qui s'appelle précisément la société. Pour le dire autrement, les relations d'interdépendance, ce ne sont pas simplement des relations bisounours, d'amour mutuel les uns avec les autres pour les autres, ce sont effectivement des lieux d'origine de la violence. Ce que cela veut dire, c'est que dans une société post-décroissance, dans une société d'accroissance, il ne faut pas croire que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il faut au contraire enregistrer qu'il y aura encore des situations de violence et qui naîtront tout simplement du fait que nous vivons les uns avec les autres, les uns pour les autres. La violence, elle naît aussi, comment dire, de cela. Et donc, effectivement, la question de la violence, il faut se la poser. Il faut se la poser. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous puissions véritablement y répondre. Ce que l'on peut quand même faire, c'est repérer la difficulté. Moi, j'aime toujours dire repérer, définir, discuter. Je ne prétends pas aujourd'hui avoir tous les éléments pour pouvoir discuter de cette question de la violence. Je dis qu'on peut quand même assez facilement repérer cette question de la violence. Alors où est-ce qu'on peut la repérer? Eh bien, on peut la repérer, me semble-t-il, dans au moins deux domaines, pour le dire vite. Dans une sorte d'utopie naïve, bisounours de la décroissance, les décroissants iraient vivre dans des villages autogérés, autonomes, autarciques et autosuffisants, dans lesquels tout le monde s'aimerait et dans lesquels nul n'aurait besoin des autres. On voit bien que qui voudrait d'abord d'un tel monde? Je ne dis pas que personne ne veut d'un tel monde, mais on ne peut pas croire que ça soit quelque chose de désirable pour tout le monde. Alors on peut toujours dire qu'on va l'imposer, sauf qu'on a commencé par dire que la décroissance devait être un trajet démocratique et que donc nous devons proposer quelque chose de désirable. Donc nous devons essayer d'éviter de dire, vous savez, la société post-décroissance sera une société de micro-unités merveilleuses où tout le monde s'aime comme dans une famille. Non. Une fois qu'on a dit ça, ça permet d'emblée de voir que si on veut éviter cette bisounourserie, en quelque sorte, cela nous donne tout de suite deux axes sur lesquels nous devons travailler l'origine de la violence et les façons d'échapper à, la violence. Ces deux axes, c'est quoi? C'est que, pour le dire très simplement, est-ce que nous voudrions vivre sur des petites communes autosuffisantes, voire qui ne seraient qu'à dimension agricole, sans s'occuper des autres? On voit bien à ce moment-là que deux questions se posent. C'est la question des territoires. Est-ce que le seul territoire, je dirais, post-décroissance compatible, c'est la petite commune agricole autosuffisante? Et la deuxième question, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas que ces unités de petite taille territoriale, quelles sont les autres unités? Et évidemment, comment articuler ces unités entre elles? Ce qui permet immédiatement de voir là deux axes qu'on pourrait appeler l'axe de la territorialisation ou de la reterritorialisation et l'axe de l'institution ou de la réinstitutionnalisation. Je commence par le premier axe, l'axe de la reterritorialisation. Aujourd'hui, dans le monde de la croissance, il y a cet axe. Comment se joue-t-il? Par la métropolisation. Ça veut dire quoi la métropolisation?
Pas simplement le fait que les villes deviennent des grandes villes, mais le fait que même ce qui n'est pas ville devient satellite de la grande ville et de la métropole. Et la métropole, pensée uniquement comme une unité économique suffisamment forte pour entrer en concurrence avec d'autres métropoles. C'est-à-dire c'est le schéma de la concurrence des uns contre les autres appliqué au niveau de la métropole. C'est ce qui fait que quand il y a eu la dernière réforme des régions en France, on n'a pas du tout cherché à construire des régions sur des unités culturelles, parce que dans ces cas-là, on aurait par exemple, je vais bien prendre cet exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, alors on aurait eu l'unité béarnaise et l'unité basque. C'est-à-dire que le même, aujourd'hui, département, on aurait eu 2 régions culturelles. Parce que aller dire à un Béarnais que c'est un Basque, à un Basque que c'est un Béarnais, ça ne va pas. Alors, on n'a pas du tout pris ces logiques-là. On a pris des logiques, on veut construire des régions qui ont une taille suffisante pour pouvoir, se faire concurrence les unes les autres à l'intérieur de la France et entrer en concurrence avec les autres métropoles, de l'Europe. C'est exactement contre cette façon de territorialiser, déterritorialiser, que nous voulons, qu'il faudrait penser ce que j'ai appelé l'axe de la territorialisation. Cet axe de la territorialisation, je pense qu'il faut aussi sortir d'une sorte de modèle qui pour moi est communauté terrible, peut-être à tendance sectaire, en tout cas trop fermé, pas assez ouvert, qui ne voudrait voir que les seules unités territoriales sont les petites communes. Là-dessus, je poserai aussi la question de combien d'habitants, c'est quoi une petite commune? 3 000, 200, 30 000? Est-ce qu'on va chercher la taille d'Athènes ou du nombre de citoyens en âge de voter à Athènes? Ce n'est pas des questions faciles. Moi, je pense que déjà, un axe, c'est d'accepter de penser des échelles de territoire. Commune, et là, on a tout, les travaux des communalistes qui peuvent être très intéressants. Au-dessus de la commune, le bassin de vie. Au-dessus du bassin de vie, la biorégion. On dit biorégion, mais on ferait peut-être mieux de dire culturo-région. Parce qu'on s'aperçoit que les entités culturelles géographiques, elles reprennent souvent des délimitations de rivières, de montagnes ou de reliefs, et que ce qu'on appelle biorégion ou géorégion sont en réalité des culturo-régions. Et est-ce qu'on s'arrête à ce cran-là? Ou est-ce qu'on pense encore un cran au-dessus, qui aujourd'hui est pensé comme l'État? Mais il faudrait peut-être... Et là, on voit bien que la question de la territorialisation, elle retrouve la deuxième question que j'ai évoquée, qui est la question de l'institution. La question de ce qui serait au-dessus de la biorégion. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien? Moi, je pense qu'il faut quelque chose. Et je pense qu'il faut toujours, jusqu'à atteindre la planète Terre, un échelon, de quoi? De coopération et de mutualisation. Parce qu'encore une fois, que l'on pense la reterritorialisation avec une seule unité ou avec plusieurs unités, il y a toujours la question des relations, des interdépendances. Soit, il n'y a que 2 façons de les penser. Soit on dit c'est chacun pour soi, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, remettre au niveau des unités territoriales la compétition entre les individus. Et dans ces cas-là, le modèle, c'est chacun pour soi. Et puis, alors, soit on ignore totalement les autres, soit on est en compétition avec eux. Moi, je pense que volontairement, il faut au contraire construire des interdépendances, renforcer des interdépendances. On en hérite, on les transmet. Et puis, qui pourrait croire que les unités peuvent être totalement autosuffisantes? On voit bien qu'il va falloir que tous les territoires n'ont pas les mêmes potentiels. Ils n'ont pas les mêmes climats, ils n'ont pas les mêmes, ressources naturelles, ils n'ont pas les mêmes pluviométries, ils n'ont pas... Enfin, on pourrait multiplier comme cela les paramètres et s'apercevoir que nous préférons un modèle qui va articuler et penser la coopération. Alors, des communes entre elles, des bassins de vie entre eux, des biorégions entre elles, et puis je pense effectivement de quelque chose qui serait de l'ordre de l'État, qui pour moi serait de l'ordre de la mutuelle ou de la collectivité. Là, il y a vraiment un travail intellectuel et conceptuel à accomplir que nous ne faisons pas. Nous nous contentons la plupart du temps de dire à bas l'État. Non. Alors c'est là où j'en viens maintenant à l'autre question, qui est une question de la violence. Alors,
je vais y revenir, mais en fait, je reviens un petit peu en arrière. La question des territoires, c'est la question de la violence. Entre les territoires, comment faire pour qu'il y ait, je dirais, des frottements sans violence? Il faut accepter des frottements. Mais comment faire pour que ça soit sans violence? Ou que, même s'il y a de la violence, comment faire, un peu l'anticiper? Comment faire pour qu'elle ne soit pas désintégratrice? Ça, ce sont des questions territoriales et institutionnelles très fortes. On en vient, quand on passe au niveau de l'État, au niveau des institutions, au niveau de l'administration. Est-ce que nous, des décroissants, nous pourrions croire que nous deviendrions, comme par miracle, tellement éclairés que par conscience merveilleuse, nous mettrions à vivre dans un monde dans lequel il n'y aurait plus besoin de règles, il n'y aurait plus besoin d'institutions. Ce qui serait une sorte de vulgate libertaire qui ne correspond pas forcément, en réalité, à la politique défendue réellement par les libertaires, mais ce que l'on appelle les libertaires, qui au fond qui est une sorte de vision gauchiste des libéraux de droite. Est-ce que nous voudrions un monde dans lequel nous croyons que les gens sont tellement merveilleux qu'ils s'entendent par une harmonie préétablie? On voit bien qu'il va falloir des règles. Or, dès qu'il y a règles, ça signifie quoi? Dès qu'il y a des règles, ça veut dire, et si on ne respecte pas les règles, comment ça se passe? Il ne peut pas y avoir de règles sans sanctions. Et s'il y a sanctions, qui va avoir la force d'imposer les sanctions? Qui va l'appliquer? Et au nom de quoi? Et pourquoi ça sera juste? Voilà des questions d'institution. Ces questions-là, les décroissants, nous devons nous les poser. Nous devons nous poser la question de l'administration. Qui va administrer? Est-il... Même si nous ne pouvons pas croire que nous vivrions heureux sans administration, nous ne devons pas pour autant répéter l'administration telle qu'elle existe. Pouvons-nous, par exemple, je donne un exemple, devons-nous faire de l'administration un corps de fonctionnaires séparés des autres activités? Ne pourrait-on pas imaginer une société, par exemple, dans laquelle les fonctions de l'administration sont accomplies par chacun de façon rotative? Par exemple, au lieu que je paye des impôts pour payer des fonctionnaires, est-ce que je ne pourrais pas, au lieu de payer des impôts, payer l'équivalent en temps que je consacrerais à du temps d'administration collective? On va me dire, vous n'êtes pas compétent. Sauf que si nous redescendons à une certaine échelle, je suis compétent. Et si nous retrouvons des échelles à taille humaine, nous retrouvons des régimes de compétences. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, la course à la croissance, à la grandeur, à la folie des grandeurs de la métropolisation, c'est une course en réalité où les niveaux sont tellement complexes qu'ils échappent aux citoyens moyens, ils sont alors réservés aux experts et aux spécialistes. On pourrait parfaitement, les questions de l'eau par exemple, on pourrait imaginer, plutôt que se dire les questions de l'eau sont tellement complexes que n'importe quel citoyen ne peut pas les traiter, il faudrait se poser la question, comment recadrer la question de l'eau pour qu'elle soit accessible à n'importe quel citoyen? Là, à mon avis, on remettrait les choses dans le bon sens. Ce que je dis de l'eau, ça vaut pour l'école, ça vaut pour les logements, ça vaut pour la nourriture, enfin on peut les transports, on peut le multiplier comme cela. Au fond, tout ce que je suis en train de dire, et je vais terminer là-dessus, c'est que oui, nous avons une pente de tentation bisounours. Oui, nous avons plutôt tendance, peut-être, quelquefois, à nous faciliter trop les questions en évacuant la question de la violence. Je ne prétends pas les résoudre aujourd'hui, je dis juste qu'on peut déjà pointer quelques axes où nous pourrions repérer des lieux d'interdépendance, donc de violence, et d'essayer de dire, bien, nous allons essayer de proposer des institutions, des territoires et des articulations de territoires qui vont nous permettre d'affronter cette question de la violence, non pas comme on le fait aujourd'hui dans le monde libéral, de façon curative, on attend que la violence se libère, puis on tente de la réparer, mais de façon préventive, où nous accepterons qu'il y a des lieux de violence, et où nous accepterons par exemple qu'il y a des conflits entre communes, et nous ferons par exemple, je dis n'importe quoi, mais des forums citoyens où nous tentons de régler les problèmes qui peuvent naître entre habitants, entre communes, entre bassins de vie, entre biorégions. Cela, on voit bien, suppose des modifications complètes de ce qu'est la démocratie délibérative, participative, et demande toute une réflexion que, honnêtement, je ne crois pas que nous soyons beaucoup à avoir commencé à penser qu'il fallait l'entreprendre.